En fait, je vais juste faire un petit focus sur la loi de financement de sécurité sociale. Je vais être également rapide, puisqu'en fait, le vrai sujet, en fait, c'est surtout la loi de finances, mais je voulais vous parler également de la loi de financement de sécurité sociale, puisqu'elle a été publiée le 31 décembre 2017. Alors, première chose, le premier point, en fait, ça concerne la CSG, comme vous le savez sûrement tous. On a une hausse de 1,70% de la CSG. Cela concerne, enfin, les revenus concernés sont les suivants. On a d'abord les revenus d'activité, notamment les revenus d'activité des salariés. Donc, ça concerne les salaires, les accessoires, la participation, l'intéressement, les abondements au plan d'épargne. Enfin, c'est assez large. Et également les quotes-parts des indemnités de rupture qui sont soumises à CSG. On a également les revenus de remplacement, donc les pensions de retraite, d'invalidité, les allocations de pré-retraite, etc. Et ensuite, les revenus du capital et les revenus fonciers, sachant que ces revenus sont soumis à un taux qui diffère en fonction du type de revenu. Alors, au niveau des taux, comme vous le voyez, en fait, on est passé de 7,5% à 9,2% pour les actifs. Donc, les retraités voient également une augmentation du CSG, de la CSG, 6,6 pour arriver à 8,30. Les revenus du capital également ont augmenté. En revanche, les demandeurs d'emploi concernant les allocations chômage ne subissent pas cette augmentation de CSG. Et il faut également savoir que cela concerne également, il y a certains retraités qui bénéficient d'un taux réduit, eux n'ont pas la CSG qui se voit augmenter également. Et enfin, autre exception, toutes les sommes versées sur un PERCO ne subissent pas non plus la hausse de CSG. Donc on va avoir finalement des revenus qui vont être taxés différemment. On va avoir donc beaucoup d'exceptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse sera entièrement déductible de l'assiette utilisée pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc on a eu d'un côté l'augmentation de la CSG, donc qui, d'après le gouvernement, devrait être compensée dès 2018 par la réduction de la taxe d'habitation pour à peu près 80% des foyers. Et également, pour compenser cette hausse de CSG, on a également un allègement des cotisations sociales. Alors d'abord du côté du salarié, puisqu'en fait on a deux types. On a la suppression des cotisations chômage et maladie. Donc ils ne sont pas soumis non plus de la même façon, puisqu'on va avoir une suppression de la cotisation chômage qui va être en deux temps. D'abord une partie dès le 1er janvier 2018 et ensuite à partir du 1er octobre 2018. Ça concerne les cotisations salariales de chômage. Donc ça va entraîner forcément un surplus du net à payer pour les salariés au mois de janvier. Et également pour la deuxième cotisation qui concerne la cotisation maladie, là ça va tout de suite être supprimé dès le 1er janvier 2018. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que d'un côté, on a une suppression, mais on va avoir quand même une augmentation du taux de la cotisation patronale de l'assurance maladie, puisqu'on va passer de 12,89% à 13%. Ça dépend d'un décret qui vient de sortir donc, du 30 décembre 2017. Donc une baisse concernant les salariés. On a également une modification, donc là c'est les taux que vous retrouverez dans le petit diaporama qui est mis à votre disposition pour vous y référer. On a également une modification concernant les travailleurs indépendants. Voilà. Donc en fait, ce qu'a prévu le gouvernement, c'est que pour les créateurs d'entreprises et les repreneurs d'entreprises, à partir du 1er janvier 2019, il y aura une année blanche de cotisation sociale pour les entrepreneurs qui ont un revenu annuel inférieur à 40 000 €. Au niveau des cotisations, ce qui va changer pour les indépendants, on a deux types de cotisations qui sont impactées. D'abord, la cotisation d'allocation familiale. Je rappelle que les montants et modalités de calcul sont les mêmes pour tous les types de travailleurs indépendants. Donc en fait, il va y avoir des taux différents en fonction du revenu. Donc si le revenu est supérieur à 140% du PAS, ce qui correspond à environ 55 000 €, dans ce cas-là, le taux serait de 3,10%. Si le revenu est inférieur à 110% du PAS, c'est-à-dire le PAS il est à 15 893, donc ça nous ferait 0%. Et par contre, pour tous ceux qui sont entre les deux, on aurait un taux dégressif, donc qui serait compris entre donc, 0 et 3,10. Par exemple, vous avez un revenu de 45 000 €, vous allez avoir 0,34% de cotisation. Si vous avez un revenu de 54 000 €, ça doit faire à peu près 2,68%.
Donc ça concerne les cotisations d'allocation familiale qui concernent tous les indépendants. En ce qui concerne la cotisation maladie-maternité, là, il y a une différence entre ce qu'on appelle les professionnels libéraux et les avocats et les autres travailleurs indépendants. Donc pour les professionnels libéraux avocats, en fait, il y a deux types, il y a deux seuils, on va dire. Ceux qui ont un revenu supérieur à 110% du PASS, c'est-à-dire environ 43 000 euros, vont avoir une cotisation de 6,5%. Et ceux qui ont un revenu inférieur, là, ils vont avoir également un taux dégressif qui va être de 1,5 à 6,5. Ça concerne uniquement les professionnels libéraux et avocats. Et pour tous les autres travailleurs indépendants, là, on a un taux normal qui est à 7,20%. Enfin, troisième élément, parce que là, on parlait de diminution donc des cotisations. Également pour l'employeur, ce qui est quand même prévu, mais c'est seulement en 2019, on aura une baisse des charges patronales. On devrait avoir une réduction de 6 points. Et là, ça concerne surtout les salaires qui se situent jusqu'à environ 2,5 fois le SMIC. Donc ça veut dire qu'en gros, jusqu'à à peu près 45 000 euros par an, là, il y aura une baisse des charges sociales patronales. Voilà, donc alors après, bon, juste un petit diapo pour rappeler que les plafonds de sécurité sociale ont été modifiés pour l'année 2018, mais comme tous les ans. Voilà. Pour la partie sociale, j'en ai terminé. Bon, j'avais des petites choses à vous dire sur le comité, sur le CSE, mais comme c'est assez, comment dire, voilà, très important au niveau de la loi de finances, je préfère qu'on en arrête là et puis laisser la parole à mon associé Sébastien Retaux. Juste, donc, j'insiste sur puisqu'on est à la Chambre de commerce ici, la mesure importante, c'est quand même l'exonération à partir du 1er janvier 2019 pour les créateurs et repreneurs d'entreprises pendant les 12 premiers mois de leur activité. C'est l'allègement ACRE qui est élargi dès lors qu'on ne dépasse pas un certain revenu. Donc c'est quand même une mesure intéressante pour favoriser les créations et transmissions. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais aborder le gros morceau. Alors je voyais certains noter, mais je pense que les supports vont être transmis, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter. Hein, donc ça vous permettra d'analyser un petit peu les mesures qui vous seront présentées. Les supports vous seront envoyés par mail. Alors, il y a quatre grandes thématiques que j'ai à présenter. Dans cette loi de finances, qui est une loi de finances importante, c'est la première du quinquennat. Donc elle est importante, elle comporte des changements, certains bouleversements. Donc je vais m'attarder sur les points clés, évidemment. Alors, quatre grandes thématiques, la fiscalité des particuliers, avec un certain nombre de mesures, dont le prélèvement à la source. Ensuite, le prélèvement forfaitaire unique, qu'on appelle PFU ou également flat tax, la taxation à 30%, l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF, et puis des mesures spécifiques aux entreprises. Alors donc cette loi de finances, elle a été adoptée par le Parlement le 21 décembre. Elle est parue au journal officiel le 31 décembre et le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 29 décembre, a retoqué surtout une mesure qui concernait les contrats Madelin qui avaient été prises dans le projet de loi de finances. Alors c'était une mesure, nos amis assureurs et banquiers doivent l'avoir vu apparaître dans le projet, qui permettait une sortie en capital jusqu'à 20% des droits acquis dans cette philosophie, mais elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle n'avait pas sa place dans une loi de finances, tout simplement. Donc peut-être que la législation évoluera peut-être, mais là, dans le cadre de la loi de finances, ça a été retoqué. C'est la principale mesure retoquée par le Conseil constitutionnel, tout le reste a été validé. Donc j'en viens tout de suite à la fiscalité des particuliers, en commençant par le barème de l'impôt sur le revenu, dont les tranches n'ont absolument pas bougé. Hein, nous avons les mêmes taux d'impôt sur le revenu qu'auparavant. On a simplement les tranches qui sont revalorisées comme chaque année de l'indice de hausse des prix hors tabac, c'est-à-dire 1% pour cette année. Et puis tous les abattements, les seuils, les plafonds qui sont revalorisés également dans les mêmes proportions, soit 1%. Alors, je rappelle que c'est un impôt progressif, ce qui veut dire que c'est la fraction du revenu qui excède chacune des tranches qui était imposable à ce taux d'imposition, hein, bien entendu. Donc ce n'est pas la totalité du revenu. Dès lors qu'on passe une tranche, c'est le revenu marginal qui se trouve taxé au taux le plus élevé. Voilà, donc en gros, bon, je ne vais pas m'attarder, hein, on connaît le barème, il n'a pas énormément varié.
Nous avons aussi l'avantage procuré par le quotient familial. Dès lors que l'on a plus de 2 parts, on a des avantages liés au foyer fiscal. Donc ces avantages ont été revalorisés d'1% également, donc pas de modification. On avait eu des modifications dans les années passées qui avaient eu mécaniquement pour impact une revalorisation de l'impôt pour certains ménages. Là, cette année, rien n'a bougé, donc on a une progression de 1% des différentes limites donc sur cet avantage fiscal. Ensuite, là également, je vais passer vite sur la CSG, puisque ça vient d'être dit. On a l'augmentation de CSG de 1,7%, donc qui touche les revenus d'activité et les revenus du patrimoine. Et donc, en fait, tout ce qui est produits financiers, plus-value également se trouve taxé. Et la totalité des prélèvements sociaux prélevés, notamment sur les revenus du capital, passe de 15,5% à 17,2%. Mécaniquement, il y a 1,7 point de plus. Donc, on arrive à un total de 17,2 de prélèvements sociaux qui s'ajoutent à la fiscalité et à l'impôt sur le revenu. Donc, je dirais que ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais on a quelques-unes qui compensent. Alors, interrompez-moi si vous avez besoin. Voilà, donc après, c'est la confirmation de ce que je viens de dire avec l'augmentation. La part déductible, alors les 1,7 supplémentaires de CSG, c'est une part déductible du revenu fiscal. Donc ça, c'est important. Vous savez, dans la CSG, il y a une part non déductible qui représente 2,4%, et la part déductible, donc, qui passe de 5,1 à 6,8%. Mais il y a une particularité qu'on va voir tout à l'heure dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement forfaitaire unique de 30% intègre des prélèvements sociaux sans déductibilité de quoi que ce soit. Il n'y a pas de notion de déductibilité de CSG derrière. Voilà. Donc je vais détailler tout à l'heure ce que ça peut avoir comme impact. Alors une mesure intéressante, c'est la réduction Madelin qui existe déjà depuis de nombreuses années. C'est tout simplement la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME. Les PME de taille communautaire, donc inférieure à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Il faut que ce soit une société en phase de démarrage, amorçage ou d'expansion qui ne soit pas en difficulté. Jusqu'au 31 décembre 2017, on pouvait avoir une réduction de son impôt sur le revenu de 18%. Des sommes versées dans la limite de 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple. Bien entendu, cette réduction est quand même intégrée dans l'analyse de ce qu'on appelle les niches fiscales. Les niches fiscales, c'est l'ensemble des réductions d'impôt sur le revenu sur une même année qui ne doit pas dépasser 10 000 euros. Alors donc, cette mesure qui est intéressante, elle a été renforcée dans cette loi de finances puisque à partir du 1er janvier 2018, le taux de réduction est porté à 25%, donc on peut jusqu'à 25%, on peut réduire son impôt sur le revenu de 25% de la souscription versée en capital, bien entendu, dans une société qui répond à toutes les conditions. Donc, sachant que, voilà, au départ, on était sur 30 et c'est revenu à 25, mais 25, c'est quand même bien meilleur que 18. Alors, pourquoi ça a été renforcé aussi? Parce que tout simplement, vous le verrez après, la suppression, dans le cadre de la suppression de l'ISF, on avait une réduction d'ISF pour souscription au capital qui n'a pas été reconduite dans l'IFI. Donc cette niche fiscale a disparu. Donc en contrepartie, le législateur a renforcé celle qui concerne l'impôt sur le revenu avec un taux qui passe à 25. Ensuite, un autre crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui a quand même pas mal évolué. Alors plutôt dans le mauvais sens. Jusqu'à maintenant, on avait la possibilité d'avoir un crédit d'impôt de 30% sur une base de 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 pour un couple, avec un plafond qui s'analyse sur une période glissante de 5 ans. Il fallait que l'entreprise intervenante soit reconnue garant de l'environnement, RGE. Donc, on a une fiscalité qui est revue un petit peu à la baisse. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il faudra analyser de votre côté si vous êtes concerné. Mais par exemple, pour les chaudières au fioul à haute performance,
le taux est diminué à 15%. Alors, il y a des mesures de transition. Hein. Le taux est diminué à 15% dès lors que la dépense est réalisée entre le 1er janvier et le 30 juin, ou à partir du 1er juillet, à condition d'avoir signé un devis et versé un acompte avant le 1er juillet. Donc, on atténue un petit peu ce crédit d'impôt, et c'était annoncé, ça avait été dit. Alors, bien entendu, ce qui déclenche le crédit d'impôt, c'est le paiement. Ce n'est pas la facture, c'est le paiement de la somme qui donne lieu à un crédit d'impôt. Et il faut faire très attention à la présentation des factures qui doivent bien respecter toutes les conditions. Alors, vous avez un tableau derrière qui vous détaille, donc on va le voir après pour d'autres éléments de dépenses, dans quel cadre on peut bénéficier ou non du crédit d'impôt et à quelle hauteur. Donc ça vous permettra de vous répercuter là-dessus si vous êtes concerné. Les portes et fenêtres, les dépenses d'acquisition et de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ouvrent droit au crédit d'impôt, mais à condition que le devis soit signé avant le 1er janvier et qu'il y ait eu un acompte versé avant le 1er janvier. Mais après, au-delà, on n'a plus cet avantage-là. Aucun crédit d'impôt n'est accordé sur les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique, de volets isolants, de portes donnant sur l'extérieur payées en 2018. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été quand même un peu écorné par la loi de finances. Il y a juste 2 nouvelles dépenses qui ont été intégrées. C'est au crédit d'impôt au taux de 30% cette fois-ci. Ce sont les dépenses qui permettent de réaliser un audit énergétique sous certaines conditions. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a juste 2 mesures nouvelles qui ont été intégrées, mais globalement, c'est un crédit d'impôt qui a été un peu écorné et ça fait quand même longtemps que c'était quand même connu et il y a eu forcément des discussions avec les professionnels du bâtiment sur le sujet, mais voilà. Alors ensuite, nous allons parler d'une mesure sur la perte d'autonomie ou de handicap qui existe déjà, hein, qui a été prorogée de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2020. C'est un crédit d'impôt pour les personnes qui occupent, quelle que soit leur qualité en tant que propriétaire ou locataire, dans leur résidence principale et qui ont des dépenses qui favorisent un petit peu leurs conditions compte tenu de leur âge ou de leur handicap. Et donc, c'est un crédit d'impôt de 25% avec des dépenses limitées à 5 000, plafonnées à 5 000 et 10 000 pour un couple. Et ce crédit d'impôt, il a été prorogé, mais élargi à des dépenses liées à la perte d'autonomie ou au handicap. Donc, avec des conditions à respecter dès lors qu'on bénéficie d'une pension pour invalidité d'au moins 40%, ou d'autres critères qui permettent de respecter la règle pour bénéficier de cette mesure. Et puis, dernier point pour les avantages fiscaux, c'est la réduction d'impôt pour Pinel, qui a été prorogée de 4 ans jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est une réduction qui permet d'avoir un avantage fiscal de 12, 18 ou 21% sur l'investissement, limité à 300 000 € par an. Voilà, donc en fonction de l'engagement de location. Et donc, ça a été prorogé, mais par contre recentré sur des zones géographiques dites en tension, sur le plan de la location, et donc sur les zones A, A bis et B1, qui sont la région parisienne, la région PACA, et les grandes métropoles et les départements d'outre-mer. Donc il faut bien entendu aussi respecter des plafonds en termes de revenus du locataire et de loyer pour bénéficier de cet avantage fiscal. Donc il y a un certain nombre de conditions à respecter. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est reconduit, mais recentré sur certaines zones. Donc il y a certaines zones, notamment des villes moyennes, qui n'y ont plus droit. Donc voilà pour les avantages fiscaux, les crédits d'impôt. Avant de parler du prélèvement à la source, voilà, donc, qui avait été abordé l'année dernière d'ailleurs, je m'en souviens parfaitement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le législateur a temporisé un petit peu son application pour différentes raisons, y compris le fait que les services des impôts, malgré leur grande implication, n'étaient pas forcément tout à fait prêts pour mettre en place ce gros dispositif qui a beaucoup d'impact pour eux.
Et donc, voilà, en fait, la mesure sera quand même appliquée, mais au 1er janvier 2019. Donc, ça va quand même changer un petit peu les habitudes, puisque les revenus concernés par ce mode de paiement, ce sont les traitements et salaires, les pensions, les revenus de remplacement, c'est par exemple les allocations, chômage, les revenus d'indépendants et les revenus fonciers. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de revenus concernés. L'objectif, c'est de permettre au contribuable de payer sans décalage son impôt sur le revenu qu'il perçoit au cours de l'année. C'est le grand principe est là. Après, les modalités d'application sont un peu complexes. C'est surtout, ça va être un changement un petit peu dans le quotidien. Alors, d'abord, comment est-ce que ça va se passer? Qui sont les principaux collecteurs? Il y a les employeurs pour ce qui concerne les salaires, les traitements des salaires, ce sont les employeurs qui vont collecter l'impôt et verser cet impôt auprès de l'État. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'administration fiscale qui procédera au prélèvement d'acompte d'impôt sur tous les revenus d'indépendants, de travailleurs indépendants et revenus fonciers sur la base des données antérieures qui peuvent être réactualisées volontairement par le contribuable. Il y a la possibilité, il y a plusieurs facultés qui sont laissées aux contribuables. C'est d'abord de pouvoir moduler les versements d'acompte d'impôt sur revenu tout au long de l'année, s'ils considèrent que l'impôt est trop élevé ou pas assez élevé. Donc ça, c'est quand même un point positif. Par exemple, un travailleur indépendant qui cesse son activité, mettons, le 31 janvier, donc on sait très bien que sur l'année, il va avoir un revenu très faible, eh bien, dans le dispositif actuel, il faut attendre l'année suivante. Bon, on peut bloquer les acomptes, mais c'est pas pareil, mais il faut attendre sinon l'année suivante pour vraiment impacter les versements, alors que là, on pourra aller modifier les versements d'impôts directement auprès de l'administration fiscale sur impôts.gouv. Hein, et donc, ça permettra d'alléger les versements d'impôts dès lors qu'on connaît une évolution majeure dans son revenu ou dans son foyer fiscal également, lorsqu'il y a un mariage, un divorce, un décès. Voilà, donc une possibilité de moduler, la possibilité aussi pour un salarié de faire appliquer un taux différencié du barème, qui sera, du taux qui sera communiqué par l'administration fiscale pour des raisons de confidentialité. Et puis à l'intérieur d'un même foyer fiscal, pour deux conjoints, de faire appliquer des taux différenciés. Ce sera aussi une possibilité. Tout ça pour permettre aussi une certaine confidentialité dans les informations. Alors, donc, l'impôt sur les revenus Alors, bien entendu, on continuera à déposer une déclaration d'impôt. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc ça continuera. Et l'impôt continuera à être calculé selon les règles. Simplement, on va comparer l'impôt dû avec les sommes versées tout au long de l'année, qui auront pu éventuellement être modulées par le contribuable. Attention, si on module, il ne faut pas un écart de plus de 10%, sans quoi il peut y avoir sanction. Bon, avec toujours la possibilité le droit à l'erreur maintenant, d'atténuer si ça arrive qu'une fois. Mais voilà, attention à ça. Mais donc, l'impôt 2017 sera payé en 2018, l'impôt de 2019 sur le revenu de 2019 sera payé en 2019. Alors après, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait du revenu de 2018 ? Alors, il est prévu de neutraliser la fiscalité sur les revenus récurrents du contribuable sur 2018 par ce qu'on appelle le crédit d'impôt de la modernisation du recouvrement. Ça va être donc un calcul assez savant pour atténuer, pour neutraliser donc la fiscalité sur les revenus non exceptionnels. Et après, qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel ? C'est toute la difficulté. Donc on va passer page 26. Donc les revenus exceptionnels, c'est par exemple pour un salarié la rupture d'un contrat de travail, une indemnité de licenciement. Ça pourrait être des revenus de capitaux mobiliers, des dividendes, les plus-values de cession de valeurs mobilières, les plus-values immobilières. Ça, c'est uniquement pour l'année 2018. Hein. Et puis, pour les revenus d'un travailleur indépendant agricole, industriel ou commercial ou non commercial, eh bien, c'est ce qui dépasse le revenu le plus élevé des 3 années passées. Et pour un gérant
un dirigeant de SARL, un gérant de SARL, ça sera la rémunération qui excède celle la plus élevée des 3 dernières années. Donc il y aura des calculs à faire. Simplement, l'administration les fera pour vous, on les contrôlera, mais c'est l'excédent qui sera taxé. Tout ce qui est en dessous ou équivalent à la rémunération la plus élevée des 3 dernières années ne sera pas taxé puisque ça ne sera pas du revenu exceptionnel. Donc vous avez bien compris. Alors, si on regarde les grandes étapes, au printemps, on va déposer notre déclaration de revenus. Au cours de l'été, l'administration fiscale calculera les taux d'imposition, communiquera ces taux aux employeurs au cours de l'automne via la DSN, et les employeurs appliqueront ce taux sur la fiche de paye du mois de janvier 2019, ce qui viendra diminuer donc le salaire versé par l'employeur à son salarié. Charge à l'employeur, bien sûr, de reverser le prélèvement à la source à l'État le plus vite possible. Alors on dit 1 mois, voire 3 mois. C'est un petit peu dommage. Je dirais que ce serait plus simple que ce soit tout de suite, parce que clairement, c'est de la trésorerie qui n'appartient pas à l'entreprise qu'il faudra vraiment considérer comme étant une dette à verser le plus vite possible. Et donc, charge à elle de reverser. Si elle ne le reverse pas, rassurez-vous, le contribuable n'est pas solidaire de l'entreprise. C'est clairement dit dans le texte. Et ça pourra arriver, notamment s'il y a une défaillance au tribunal de commerce, ça peut arriver que l'entreprise ne verse pas, et dans ce cas-là, le salarié, le contribuable ne sera pas recherché. Voilà donc les grands principes du prélèvement à la source. L'État a pensé à beaucoup de choses pour éviter les optimisations, notamment par exemple sur les revenus fonciers. C'est dit que quelqu'un qui aurait envie de faire des travaux qui seraient déductibles les ferait plus en 2019 qu'en 2018, puisque 2018 c'est l'année blanche. Donc en fait, on fera une moyenne, en 2019, on fera la moyenne des travaux déductibles de 2018 et 2019 qu'on inscrira sur la déclaration de revenus de 2019. Voyez ? Et par contre, un autre point qui peut réjouir nos amis assureurs et banquiers, c'est les versements d'épargne retraite. Parce que, et dans le premier texte, ça n'avait pas été intégré. On peut se dire que l'année blanche, quel intérêt de verser sur un PERP ou sur une épargne retraite pour diminuer son revenu imposable, étant donné qu'il ne sera pas taxé dans le cadre de l'année blanche. Et là, dans le nouveau texte, en fait, ce qui est prévu, c'est en 2019, on fera le même principe, on fera la moyenne des versements de 2018 et 2019, et on déduira cette moyenne de la déclaration de revenus 2019, donc ça procure un avantage de verser en 2018. Voilà. Voilà donc les grandes lignes du prélèvement à la source. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les poser maintenant avant que j'enchaîne, parce que c'est un gros sujet, mais on aura des détails aussi à venir. Donc tout ce qui est travailleurs indépendants, revenus fonciers, c'est l'État qui calculera les acomptes à votre place en fonction des revenus déclarés au cours des années passées. Charge à vous de les moduler si vous le souhaitez. L'année blanche s'appliquera également aux revenus sociaux, aux prélèvements sociaux, pardon. Non, là, je parle que de l'impôt sur le revenu. Et oui, des prélèvements sociaux sur cette année-là? Eh bien, à ma connaissance, ils seront dus. Hein. Donc il y aura double prélèvements sociaux au titre de l'année 2019. Ceux de l'année 2018 et ceux de l'année 2019. Non, vous paierez les prélèvements sociaux normalement au titre de l'année 2018. C'est simplement l'impôt sur le revenu qui va être calculé normalement. Parce que de toute façon, on aura quand même à déposer notre déclaration de revenus au titre de 2018 avec un avis d'imposition 2019 qui calculera l'impôt et tiendra compte des prélèvements qui auront été versés et calculera donc soit un complément à verser, soit un excédent à se faire rembourser. Et pour les prélèvements sociaux, c'est complètement à part. Donc ils resteront tels qu'ils sont. Ah oui. Oui. Ah non, c'est pas possible. Mais c'est une bonne question. Donc voilà, mais effectivement, il y a des choses à regarder quand même sur l'année blanche de 2018. Alors, la taxe d'habitation, donc vous avez tous entendu parler, là c'est l'État qui va faire le travail, qui va appliquer donc un dégrèvement de 30%, 65% et jusqu'à 100% en 2020 sur les taxes d'habitation versées par les contribuables avec des conditions qui sont définies
d'ores et déjà. Il ne faut pas que le contribuable bénéficie d'un autre dégrèvement déjà plus favorable, c'est évident. Il ne faut pas qu'il soit passible de l'IFI, l'impôt sur la fortune, et son revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains seuils. Et les seuils sont définis, c'est 28 000 € pour la première part, majoré de 8 500 € pour les 2 premières demi-parts. Donc ça veut dire que quand on a 2 parts, ça fait 17 plus 28, ça fait 45. Et ensuite 6 000 € par demi-part supplémentaire. Donc en fonction du revenu fiscal de référence, qui est une donnée qui apparaît sur votre avis d'imposition, on calculera un éventuel abattement sur la taxe d'habitation. Et là, c'est l'État qui le calculera. Il faudra simplement vérifier. Alors après, j'attaque un autre gros morceau, c'est le prélèvement forfaitaire unique, encore appelé la flat tax. Alors c'est un peu une révolution, enfin c'est une révolution, c'est un vrai changement, parce que pour faire l'histoire, jusqu'au 31 décembre 2012, les revenus dits de capitaux mobiliers étaient taxés à 21%, globalement on en avait aussi à 24%, mais sur les dividendes on avait 21%, et on versait 13,5% de prélèvements sociaux, ce qui faisait un versement de 34,5%. Au 1er janvier 2013, eh bien, il a été décidé de taxer à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ces revenus. Et là, on revient à un mode forfaitaire de taxation qui s'appelle le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'idée, c'est qu'avec un versement de 30%, on intègre les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Prélèvements sociaux 17,2, qui est le nouveau ensemble global de prélèvements sociaux, impôt sur le revenu de 12,8. Alors, ce qui paraît simple, parce que c'est simple de se rappeler de 30%, eh bien, peut devenir compliqué dans son application. Donc on va le voir, hein, parce que rien n'est jamais simple hein, en France. Donc ce crédit qui paraît simple, et en fait, il n'est pas si simple que ça. Et en fait, ça va nous demander une technicité dans certains cas pour bien analyser ce qu'il convient de faire. Pourquoi c'est pas simple? C'est la page suivante, c'est l'option possible pour le barème progressif. C'est l'exception. Alors donc, ce prélèvement forfaitaire unique, il s'applique au 1er janvier 2018 lorsque le fait déclencheur du revenu a lieu à partir du 1er janvier 2018. Pour une plus-value, c'est la date de la cession. Pour les dividendes, c'est la date du paiement des dividendes. Donc, 30%, je viens de le dire, hein, donc 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux, mais l'option avec l'application du barème progressif qui est une possibilité que le contribuable peut faire lorsqu'il dépose sa déclaration de revenus. Alors, les caractéristiques de cette option, c'est qu'elle doit être expresse, c'est-à-dire clairement inscrite sur la déclaration de revenus. Elle est irrévocable, c'est-à-dire que le contribuable ne pourra pas revenir sur cette option. S'il veut corriger, vous savez qu'on a un délai pour revenir sur une déclaration de revenus. Hein, on a un délai de prescription. S'il veut faire jouer ce délai de prescription, il peut le faire, mais il ne pourra pas revenir sur l'option, puisqu'elle est irrévocable. Et surtout, elle doit être globale, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des revenus concernés par cette mode de taxation. Donc, pour un contribuable qui a, sur une même année, des dividendes, des plus-values de cession et des revenus sur une assurance vie, ça peut être très compliqué pour faire le choix. Donc, heureusement, c'est au moment du dépôt de la déclaration qu'on fait le choix. Donc, ça nous laisse le temps de l'analyser. Mais ça veut dire quand même qu'il faut bien faire son choix comme il faut, parce qu'après, une fois que le choix est fait, on ne revient pas dessus. Alors, pourquoi il peut être intéressant d'opter pour le barème progressif? C'est pour bénéficier de l'abattement de 40%. Vous savez qu'il y a, sur les dividendes, il y a un abattement de 40% sur l'assiette soumise à impôt. Sur les cessions de titres, ça peut être pour conserver les abattements pour durée de détention, qui ont été un petit peu modifiés, mais qui existent. Et puis, c'est pour déduire la fraction déductible de CSG sur le revenu global de l'année de son paiement. Puisque dans le PFU, on n'a pas la possibilité de déduire ensuite de CSG. Donc c'est l'ensemble de cette analyse-là qu'il faut faire pour faire le bon choix.
Alors, quels sont les revenus concernés par le prélèvement forfaitaire unique? Les revenus de dividendes sur les actions ou sur les placements, les jetons de présence, les plus-values sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux, les produits de contrats de capitalisation et assurance vie, et les produits de cession d'usufruit temporaire. Donc c'est un ensemble d'éléments de revenus qui peuvent être soumis à cette taxation de 30%. Si le contribuable ne dit rien, il verse les 30%. Ils sont versés à la source, c'est-à-dire dans le mois qui suit la perception, on verse à la source ces 30%. On ne dit rien, ça reste en l'état, terminé. Mais il peut être intéressant de réfléchir à la situation et d'opter pour le barème progressif, c'est-à-dire les textes qui présidaient jusqu'au 31 décembre 2017, mais qui se poursuivent dans le temps du coup. Alors on va détailler un petit peu pour les dividendes et intérêts. Donc jusqu'au 31 décembre 2017, on versait un prélèvement de 21% qui n'était pas libératoire, qui était obligatoire dans de nombreux cas, mais pas libératoire, et on versait en plus les prélèvements sociaux, ce qui faisait 36,5 au total. On avait l'abattement de 40%, et puis ensuite, lorsqu'on déposait sa déclaration de revenus, eh bien, il y avait le calcul de l'impôt, et on déduisait le prélèvement forfaitaire qui avait été versé de 21%, ce qui faisait le calcul du reliquat, soit un excédent à se faire rembourser, soit un complément à verser. Alors là, ce qui change, c'est déjà le taux des prélèvements sociaux qui passe de 15,5 à 17,2 au 1er janvier. Alors on a pris un petit exemple, tout simple. Donc une personne qui se verse un dividende de 100 €, il est imposé à la tranche marginale de 45%. Donc jusqu'au 31 décembre 2017, il payait une retenue à la source de 21% et 15,5% de prélèvements sociaux, ce qui lui faisait 36,5 à verser. Et lorsqu'il déposait sa déclaration de revenus, il devait reverser en complément 3,71 €, ce qui lui faisait en tout une fiscalité de 40,21. Bon, je vous fais grâce des calculs, mais je l'ai vérifié, c'est le bon chiffre. Bon, parce qu'il y a aussi l'impact du caractère déductible de la CSG à prendre en compte, des 5-10. Au 1er janvier 2018, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 12,8. Le prélèvement obligatoire de 21% est réduit à 12,8 mécaniquement, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, ce qui fait un total de 30%. Il est versé dans le 15 du mois qui suit, de la même façon, et c'est au moment où on dépose la déclaration de revenus qu'on fait une éventuelle option pour l'impôt selon le barème progressif. Et dans ce cas, il y a un bout de CSG qui est déductible, soit 6,8%. Alors, qu'est-ce que ça donne dans notre exemple? Eh bien, pour 100 €, eh bien, si le contribuable se laisse taxer au PFU, ben, il versera 30, il lui restera 70. S'il opte pour le barème progressif, il est très mal conseillé, mais il aura versé 41,14 et donc il aura versé 11,14 € de plus que le PFU, donc grave erreur. Sauf s'il a d'autres éléments qui justifient ce choix-là. Voilà, donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est la page suivante, c'est si le contribuable, son taux marginal d'imposition n'est plus de 45%, mais de 14%, eh bien, on voit qu'il aura intérêt à opter pour le barème progressif, puisqu'il aura versé en tout 24,65 € au lieu de 30 €, et il aura conservé 5,35 € dans sa poche, mais à condition de faire l'option. Le législateur a travaillé pour les conseils, en fait. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est... Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'après, c'est trop tard. Si le dépôt se fait hors délai. Mais effectivement, oui, ça nécessite... Mais après, ce n'est pas très compliqué, mais on va voir, ça score sur les plus-values de cession de valeurs mobilières. Donc voilà, alors, on vous a mâché le travail, puisque dans la page suivante, vous avez la pression fiscale par tranche d'imposition. Donc c'est assez facile. Vous voyez que si vous êtes imposé à la tranche marginale à partir de 30%, il est plus favorable de rester sur le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Et en dessous, il faut opter pour le barème progressif. Voilà, c'est assez simple.
puisque vous avez le total de la fiscalité à comparer avec les 30%. Donc ça, c'est le cas des dividendes essentiellement. Après, il y a les plus-values de cession de valeur mobilière qui se compliquent un petit peu. Alors, je vais essayer d'aller vite quand même, mais tout en étant clair. Jusqu'au 31 décembre 2017, vous aviez la possibilité d'un abattement sur les plus-values de cession de valeur mobilière. Cet abattement pouvant être classique, c'est-à-dire 50% jusqu'à 8 ans de détention, puis 65% au-delà, et renforcé dans certains cas, lorsque c'est une cession au sein d'un groupe familial, au sein d'une même famille, dans le cadre d'un départ en retraite ou dans le cadre d'une entreprise nouvelle, c'est-à-dire de moins de 10 ans. Et là, l'abattement renforcé de 50, 65, 85. 85%, c'est très intéressant, puisque sur une plus-value de 100, le contribuable se trouve taxé sur 15, et après on applique le taux d'impôt sur le revenu. Donc ça fait quand même un impôt relativement limité dans ce cadre-là, même si c'est toujours trop. Et donc auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Mais ça, les prélèvements sociaux, on n'y échappe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier 2018 ? Eh bien, vous êtes taxé sur les plus-values selon le prélèvement forfaitaire unique de 30%, sauf option pour le barème progressif, qui peut être avantageux dans certains cas. Notamment, donc, ça concerne les plus-values de cession de titres soumises à l'IS. Alors, juste un tout petit point, c'est que tout ce qui est PEA, ça n'a pas bougé du tout, n'est pas du tout impacté par le PFU. La fiscalité sur les cessions de titres en PEA reste la même. Alors ensuite, donc si on applique le PFU, eh bien, on n'applique pas du coup les abattements pour durée de détention qui peuvent aller jusqu'à 85%, on l'a vu. Par contre, l'État nous permet d'appliquer l'abattement de 500 000 €, l'abattement fixe en cas de départ en retraite, qui existait jusqu'à maintenant et qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'on a cru que ça pouvait disparaître. Donc ça, c'est maintenu. Donc, alors, l'abattement pour durée de détention classique reste applicable lorsqu'on opte pour le barème progressif, donc c'est-à-dire 50% entre 2 et 8 ans et 65% au-delà. L'abattement renforcé qui existait jusqu'à maintenant, eh bien, il est limité uniquement dans les cessions, dans les plus-values de cession de titres de PME nouvelles, de moins de 10 ans. Ils ont supprimé cet abattement renforcé dans le cadre d'un départ en retraite et dans le cadre d'une cession au sein d'un groupe familial, malheureusement. Voilà, donc il faut analyser tout ça. Alors, pour un départ en retraite, donc, vous avez la possibilité d'avoir l'abattement de 500 000 € si vous êtes dans un régime prélèvement forfaitaire unique. Et par contre, on n'a pas d'autres abattements possibles désormais. Voilà, donc je vais passer sur le schéma, vous pourrez le regarder après coup. Et après, on fait l'analyse, la même analyse que pour les dividendes. Si on est sur un abattement de droit commun ou abattement classique, c'est-à-dire sans avoir vendu des titres de PME nouvelles, en fait, et qu'on opte pour le barème progressif, on s'aperçoit qu'il peut être plus avantageux d'opter pour l'imposition selon le barème progressif, c'est-à-dire le régime actuel, notamment si on détient les titres depuis plus de 8 ans, puisque même si on est à 45% de taux marginal, on a un ensemble de fiscalité de 29,89 contre 30%. Alors, ça ne fait pas un gros gain, mais on est en dessous. Et bien sûr, si on est en dessous au niveau des tranches, le gain il est d'autant plus important. Par contre, si les titres sont détenus entre 2 et 8 ans, il faut être jusqu'à 14% de tranche pour avoir intérêt à opter pour le barème progressif. Dans les autres cas, il vaut mieux rester sur le PFU de 30%. Alors ensuite, lorsqu'on est dans l'abattement renforcé, donc c'est les entreprises nouvelles maintenant de moins de 10 ans, il n'y a que celles-ci qui sont visées, eh bien dans tous les cas de figure, dès lors qu'on a une détention d'au moins 4 ans, il est plus avantageux d'opter pour le barème progressif que pour le PFU, à condition de ne pas avoir d'autres éléments à rentrer en ligne de compte, et notamment des dividendes. Dans ce cas-là, il faut faire une analyse plus globale de la situation fiscale. Voilà. Bon, ça va, vous avez les barèmes, vous pouvez faire les calculs, mais globalement, donc, il faut quand même faire l'analyse. Il faut faire l'analyse, c'est pas si simple que ça. Pour les départs en retraite,
on a toujours l'abattement de 500 000 € sur la plus-value taxable, ce qui est quand même très, très significatif. Alors, sur les contrats d'assurance vie, la fiscalité a un tout petit peu changé. Alors, j'ai juste oublié de dire une dernière chose qui est importante, c'est que tout ça, ça compte pour les titres détenus avant le 1er janvier 2018. À partir du 1er janvier 2018, les titres qui feront l'objet d'une cession et qui générera une plus-value devront forcément être soumis au prélèvement forfaitaire unique. Il n'y aura plus de possibilité d'opter pour le barème progressif pour ces titres acquis à partir du 1er janvier 2018. C'est ce qui peut rendre aussi les choses complexes. Les contrats de capitalisation et d'assurance vie. Donc, il conviendra à l'avenir de distinguer selon la date de versement des primes, les primes versées avant le 27 septembre et les primes versées après le 27 septembre 2017. Pour les contrats de moins de 8 ans souscrits depuis le 1er janvier 1990, on a un taux de 12,8% auquel s'ajoutent les 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui nous fait un total de 30%. Et pour les contrats de plus de 8 ans, on reste sur le taux de 7,5 qui est un taux avantageux, d'autant qu'en plus, on a un abattement sur ce revenu imposable de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Dans la limite, par contre, d'un encours de 150 000 €. Tout ce qui dépasse devient taxable au 30%, 12,8 plus 17,2. Donc je ne vous dis pas, ça va être compliqué pour notamment les compagnies à analyser, parce qu'il faudra, dans les produits perçus, qu'ils fassent de plus en plus de distinctions pour bien appliquer les règles fiscales. Ça va être de plus en plus compliqué, et j'ai vu que c'est vrai qu'ils s'en plaignent un petit peu, je pense que c'est vrai, parce que là, on voit que le texte, il complique encore les choses, parce que sur un même revenu, il faudra décortiquer selon son origine pour avoir la bonne fiscalité. Voilà, des questions là-dessus ? Avant que je passe à l'impôt sur la fortune immobilière, qui remplace... Ah, oui. Uniquement pour l'exercice ou est-ce qu'elle est ad vitam? L'option pour le barème progressif, c'est uniquement sur l'année d'imposition. Donc, on peut changer, c'est ça? Donc l'année suivante, on peut changer. Absolument. Mais quand on opte, c'est pour tous les revenus de l'année et c'est irrévocable. Mais c'est une bonne question aussi. Alors, on passe à l'IFI. Bon, je vais passer vite parce qu'il n'y a pas de... C'est beaucoup de l'ISF, sauf que c'est de l'immobilier. Hein. Alors, voilà, c'est ça qui change le plus, évidemment. Le contenu, c'est de l'immobilier. On garde l'abattement de 30% sur la résidence principale. On est toujours taxé dès lors qu'on a un patrimoine supérieur à 1,3 million. Le barème reste le même et on a toujours la règle de plafonnement de 75% des revenus nets. Donc vous avez le barème qui est ici, qui ne change pas. Donc c'est exactement le même. La seule chose, c'est que le patrimoine net taxable, il n'est constitué que d'immobilier. Avec, par contre, immobilier détenu en direct ou via des sociétés, via des SCI, via des fonds de placement immobilier, via tous les outils qui peuvent exister, qui sont sophistiqués. Et s'il y a un outil qui comprend de l'immobilier et du non-immobilier, il faut distinguer les deux pour déclarer la quote-part immobilier taxable. C'est ça aussi qui peut rendre très complexe la mesure, l'application de cette mesure. Donc, par contre, dès lors, après, une fois qu'on a compris ça, c'est pas tellement plus compliqué, si ce n'est les règles sur les passifs. Hein, donc, vous allez voir. Donc, le barème, il reste le même. On a supprimé la réduction d'ISF pour souscription au PME. On a exclu du périmètre les immeubles destinés à l'opérationnel, aux activités opérationnelles. Donc, ça, c'est très bien. Du coup, la mesure du pacte Dutreil qui permet d'abattre de 75% l'ISF dès lors qu'on s'engage à détenir les titres au moins 5 ans, elle disparaît, mais par contre, il faut continuer à respecter les engagements antérieurs, attention, pendant toute la durée de l'engagement qui a été pris. Alors, voilà. Donc,
Après, il y a des modalités de déclaration qui sont différentes, c'est-à-dire que c'est désormais directement rattaché à la déclaration de revenus. Il n'y a plus de déclaration spécifique. Et évidemment, pour ceux qui ne sont plus à l'ISF, qui ne sont plus concernés, au 1er janvier 2018, ils n'ont plus rien à verser à ce titre sur leur patrimoine. Donc voilà. Donc les biens immobiliers détenus en direct ou via des sociétés. Alors ce qui est très pratique aussi, c'est d'avoir supprimé toute la partie sur les biens professionnels qui pouvait donner lieu à beaucoup de discussions, parfois avec l'administration, pour considérer est-ce que c'est bien un bien professionnel ou non pour les dirigeants. Et ça, au moins, c'est des discussions qu'on n'aura plus à avoir. Voilà. Et après, je vais aller plus loin sur les passifs. Donc, lorsque, à l'intérieur d'une même société, on a de l'immobilier et du non-immobilier, il faut valoriser l'immobilier, valoriser l'ensemble de la société, et c'est le ratio entre les deux, multiplié par le nombre de parts détenues, qui permet de calculer le patrimoine taxable. Donc voilà, c'est un calcul à faire qui peut être complexe, notamment si on a plusieurs sociétés qui se détiennent entre elles. Alors attention aussi aux valeurs déclarées pour les immeubles, parce que je pense que l'administration sera encore plus attentive à ces valeurs-là et fera cette analyse-là. Il y a une nouveauté, c'est que sur le site des services publics, on peut aller faire donc une évaluation gratuitement de son immeuble à déclarer par des comparaisons. Bon, voilà, donc ça peut permettre d'avoir des idées. Et puis un dernier point, donc, parce que après je vais aborder les entreprises, c'est sur les dettes. Il y a des mesures anti-abus pour éviter, par exemple, un dirigeant qui se vend à une société qu'il détient son immeuble, qui emprunte, cette société emprunte pour acheter cet immeuble, et lui, il touche du cash. Bon, évidemment, ça c'est requalifié, parce que dans ce cas-là, le cash qu'il touche n'est pas soumis à IFI, et par contre, la valeur de la société qui détient l'immeuble, elle est de zéro, puisqu'elle a emprunté. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est des mesures qui sont, bien entendu, prévues par l'administration pour contrecarrer ces abus. Hein. Donc voilà, et puis aussi, c'est les prêts in fine. Par exemple, un contribuable qui achète, qui s'endette in fine, forcément, pendant toute la durée du prêt, va déduire la totalité de sa dette, alors qu'il aura touché du cash qui, lui, ne sera pas déclaré. Donc, quand on est dans un prêt in fine, on recalcule le prêt comme s'il avait été souscrit selon le mode d'amortissement linéaire. Voilà les principales règles. Après, je ne vais pas trop m'étendre parce que je voudrais aussi parler, pour finir, de la fiscalité des entreprises. Ce qui est important, c'est de connaître la philosophie des textes et après de rentrer dans les détails en fonction de ce qui vous concerne, évidemment. Alors, pour les entreprises, une bonne nouvelle, c'est la baisse du taux d'IS qui était annoncée. Hein. Elle est confirmée. Et avec une visibilité jusqu'en 2022, on nous garantit que ça ne bougera pas. Donc, par année, vous avez les taux d'imposition et les plafonds. Hein, donc, pour beaucoup d'entreprises, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, parce que c'est les exercices ouverts à compter d'eux, eh bien, le taux normal sera de 28 et non plus de 33, puisque ça va jusqu'à 500 000 € de bénéfices. Voilà. Sachant qu'on conserve la part à taux réduit de 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfices si on répond à toutes les conditions pour en bénéficier. Donc, et notamment les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 630 000. Et puis ensuite, ça décroît et pour aller jusqu'à 25% de taux marginal en 2022 pour tous les bénéfices qui dépassent 38 120 €. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Sachant juste un petit détail aussi, il faut que le capital social soit totalement libéré pour bénéficier du taux d'IS réduit. Voilà. Ensuite, au niveau des crédits d'impôt, eh bien la grosse évolution c'est le CICE, dont le taux, donc vous savez tout, je pense que c'est le CICE puisque vous en bénéficiez depuis plusieurs années. Donc le taux baisse de 7 à 6%. Et au 1er janvier 2019, il est supprimé puisqu'il y a la baisse des charges qui vient d'être évoquée. Mais par contre,
en 2019, voire en 2020, les sociétés bénéficieront un petit peu des deux mesures à la fois. C'est pour ça que ça coûte cher à l'État, parce qu'elles bénéficieront de l'allègement des charges, mais aussi du remboursement de leur CICE sur les salaires versés au cours de l'année précédente. Et pour les entreprises qui clôturent de manière décalée par rapport à l'année civile, ça sera pendant 2 ans, 2019 et 2020, puisque dans ce cas-là, il y a un décalage de 2 ans. Donc elles pourront cumuler à la fois le CICE, la fin du CICE, et la réduction des charges. Une petite chose aussi, c'est pour les associations qui ne sont pas dans le champ d'application de l'IS, eh bien, l'État avait mis en place un crédit d'impôt de taxe sur les salaires qui est supprimé également au 1er janvier 2019, puisque le CICE est également supprimé. Voilà pour les grandes mesures sur les crédits d'impôt. Autre mesure qui est un élargissement du régime des aides d'exonération des bénéfices pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale. Alors, sachant qu'il y a quand même beaucoup de communes concernées dans l'Orne, hein, c'est désigné par l'État, et elles sont bien sûr consultables. Hein, et donc, c'est un allègement pour toute création ou reprise d'entreprise pendant 5 ans sur la totalité du bénéfice, ensuite 75%, 50% et 25%, une exonération de CFE pendant 5 ans et taxe foncière. Alors, quelle est la nouveauté? C'est simplement de permettre de bénéficier de cet allègement lorsqu'on a une entreprise qui a été cédée à un membre de sa famille. Hein, donc, ça marche en cas de reprise, mais jusqu'à maintenant, le texte excluait le cas d'une transmission familiale et maintenant, c'est intégré dans la mesure. Donc, on peut en bénéficier dès lors qu'on répond à toutes les autres conditions et notamment avoir un effectif de moins de 11 salariés et puis un régime réel d'imposition. Donc, ça fait la transition avec la suite, puisque si vous êtes dans un régime de micro, là, vous ne bénéficiez pas de l'allègement ZRR. Donc, il faut quand même faire attention. Donc là, il faut être dans un régime réel d'imposition et d'être dans une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Une autre mesure, c'est la taxe sur les salaires, avec la dernière tranche qui avait été instituée en 2012 de 20% sur les salaires bruts versés annuellement au-delà de 152 000 euros. Cette tranche majorée est supprimée. Alors on dit que c'est pour inciter les Anglais, suite au Brexit, à venir s'installer en France. Donc c'est une mesure disons, surtout pour ceux qui travaillent dans les établissements financiers. Alors ensuite, le régime micro, donc, qui est subi aussi une grosse évolution. Donc le régime micro qui consiste à procéder à un abattement forfaitaire sur les recettes perçues par un contribuable, par un professionnel, de 71% lorsqu'il est dans une activité de négoce, de 50% pour une activité de prestation et 34% pour un professionnel libéral ou une activité non commerciale. Alors, la grosse nouveauté, c'est que c'est les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, sans quoi on rentre dans un régime réel d'imposition, ont été notablement relevés. Alors, pour autant, il faut quand même faire l'analyse. Est-ce que c'est plus avantageux ou non d'être dans un régime micro? Par exemple, on voit la ZRR ne fonctionne pas dans un régime micro. Donc, attention, et autre garde-fou, c'est que bien qu'on ait majoré les seuils, les seuils, par contre, pour la franchise de TVA n'ont pas bougé. Donc, la franchise de TVA, le seuil, c'est 35 000 euros pour les prestations de services, 91 000 euros pour les activités de vente. Donc, si on est au-delà, certes, on pourra peut-être bénéficier du régime micro, mais on sera quand même éligible à la TVA. Donc, voilà, les nouveaux seuils, c'est 70 000 euros, 170 000 euros pour les activités de vente de biens, et 70 000 euros pour toutes les activités de prestation et location meublée. Donc, sachant qu'il faut prendre le chiffre d'affaires des 2 dernières années, donc c'est-à-dire si on a une des 2 dernières années qui ne dépasse pas ce seuil, on peut être dans un régime micro avec un abattement forfaitaire. Alors, j'indique aussi, quand on a un abattement forfaitaire, bien entendu, il ne faut pas espérer pouvoir déduire des charges. Hein. Dans ces cas-là, l'administration calcule forfaitairement vos charges et là, vous n'avez plus de possibilité de déduire la moindre charge de manière réelle. Alors, il est toujours possible de faire une option pour un régime réel d'imposition, mais il faut en analyser
les incidences et l'intérêt, bien entendu. Donc là aussi, il y a des analyses à faire, et puis aussi bien prendre en compte l'aspect TVA, puisque on n'échapperait pas à l'obligation de versement de TVA si on dépasse les seuils qui, eux, n'ont pas été rehaussés. Alors, d'autres sujets divers, la prorogation du suramortissement de 40% pour l'investissement dans des véhicules propres de plus de 3,5 tonnes, ça c'est plutôt pour les activités de transport. C'est aussi l'alignement sur la flat tax de 30% de l'imposition des plus-values à long terme. C'est notamment quand on vend un fonds de commerce, qu'on est en entreprise individuelle, la plus-value de cession, si elle est à long terme, et bien du coup on a un alignement à 30%, ce qui est assez logique. Voilà, donc la suppression de la contribution de 3% sur les dividendes pour les PME d'une certaine taille, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, on l'a vu dans la presse, ça a été notablement relayé, tout simplement parce que ça a été jugé anticonstitutionnel. Et puis, on a aussi la prorogation pour 3 années et l'élargissement du taux de 11% payé par, du taux d'IS de 11% payé par les sociétés qui cèdent qui ont une plus-value immobilière dès lors qu'ils cèdent un bien immobilier, je dirais, pour une activité professionnelle qui serait transformé ensuite en habitation, en local d'habitation. Dès lors que la transformation en local d'habitation se fait dans les 4 ans. Et ça marche aussi maintenant pour les terrains à bâtir. Si on vend un terrain à bâtir et que l'acquéreur réalise la construction dans les 4 ans, eh bien, la plus-value de cession est taxée qu'à 19% dans la société qui vend ce bien. Donc ça peut concerner une SCI à l'IS, par exemple. Donc ça peut être intéressant. C'est une mesure qu'il faut connaître, elle est souvent méconnue. Donc ça, c'est quand on réhabilite, lorsque l'acquéreur ensuite s'engage à réhabiliter un local professionnel en local d'habitation. Voilà. Ensuite, sur les véhicules de société, alors avec généralement plutôt un alourdissement de la fiscalité pour les véhicules diesel et les véhicules en fonction de leur pollution. Hein, le barème s'alourdit dès lors que la pollution n'est pas satisfaisante. Donc le barème à respecter sur le taux d'émission de CO2 est de plus en plus restrictif. Et puis, j'en profite pour vous indiquer que sur la taxe sur véhicules de société, désormais, cette taxe est versée à l'année civile. Elle doit être télédéclarée et télépayée comme les autres déclarations, comme la TVA, et qu'elle est à l'année civile. Donc, on avait notamment une TVS pour la période du 1er octobre 2016, 31 décembre 2017, qu'il fallait télépayer au mois de janvier. Donc, j'espère que ceux qui sont concernés n'ont pas oublié. Voilà. Après, on va parler des caisses et logiciels de caisse. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais alors, ça concerne certaines entreprises. Alors, le champ d'application a été nettement réduit parce qu'au tout début de cette mesure, en fait, il était prévu que également les logiciels de comptabilité, de gestion commerciale soient également, disons, concernés. Donc, tout entrepreneur qui émet des factures devait respecter ce cadre. Et ça a été restreint simplement aux caisses et logiciels de caisse utilisés par des entreprises dès lors qu'elles vendent des biens ou des prestations à des non-assujettis, c'est-à-dire des particuliers. Et donc, clairement, ça vise plutôt les commerces de bouche, les commerces d'habillement sont pleinement concernés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sécuriser ? Eh bien, il faut que l'outil garantissent la conservation, l'archivage, mais surtout l'inaltérabilité des données enregistrées. Ce qui veut dire que toute donnée enregistrée qui donne lieu à une modification ensuite, eh bien cette modification doit être enregistrée et visible en cas de contrôle. Donc l'administration, bien entendu, va contrôler l'application de ce texte. Alors, l'administration va faire paraître une doctrine très prochainement, mais il y a déjà eu des échanges avec l'administration sur les modalités vraiment d'application. Alors, comment justifier du respect de l'inaltérabilité des données ? Eh bien, il faut surtout fournir une attestation qui est délivrée par l'éditeur du logiciel ou le fournisseur de la caisse, qu'il prouve
vraiment qu'on respecte toutes les conditions exigées par l'administration fiscale. Donc c'est une norme, les fournisseurs connaissent bien cette norme, et il faut qu'à tout moment, si on est contrôlé, fournir ce document-là. À défaut, bien, on risque une amende de 7 500 € par logiciel de caisse non conforme, avec en plus un risque de rejet de comptabilité. La question qui s'est posée parmi tous les échanges qu'on a pu voir, c'est est-ce que un professionnel qui n'était pas doté d'un logiciel de caisse, parce que le texte vise les professionnels, les commerçants, qui sont dotés d'un logiciel de caisse. Donc ceux qui ne le sont pas, doivent-ils acquérir un logiciel ou un système de caisse? Et là, on a eu une réponse. Alors ce n'est pas encore un BOI, c'est-à-dire la doctrine fiscale de l'administration, mais c'est quand même une réponse qui dit que non, dans ce cas-là, on n'a pas forcément obligation à acquérir ce type d'outils, mais à condition de respecter tout ce qui est indiqué en dessous. Il faut pouvoir prouver, par des moyens autres, l'inaltérabilité des données qui sont enregistrées de manière quotidienne. Et ça peut être un travail très fastidieux et très lourd. Il faut tenir un agenda de caisse avec une ventilation détaillée des recettes selon les modes de paiement, parce que tous les modes de paiement sont concernés, pas seulement les modes espèces. Il faut arrêter chaque jour le solde de caisse, utiliser un stylo indélébile pour bien montrer qu'on ne peut pas ensuite modifier quoi que ce soit, numéroter les pages et éditer et conserver un justificatif. Donc c'est un peu plus lourd, mais voilà, ça peut suffire en théorie, en tout cas en l'état actuel des textes dont on dispose. Et pour l'instant, l'administration a répondu donc, à un ensemble de questions et on n'a pas plus d'éléments. Donc il faut conserver tous ces éléments-là pendant toute la période de prescription fiscale, bien entendu, pour pouvoir se justifier. Alors, donc on aura d'autres éclaircissements. Un des derniers points, c'est la CVAE. Je dirais que c'est... Allez-y. Par rapport au délai d'archivage et de conservation des documents, vous avez dit... En matière fiscale, c'est 6 ans. Ce n'est pas le délai de réclamation de l'administration fiscale, qui est de 3 ans plus l'année en cours, mais par contre, l'archivage et la conservation des documents dans les textes fiscaux, c'est 6 ans. Donc c'est mieux de respecter ce délai-là. Merci. Alors, une des dernières mesures qui est un peu, pour moi, l'une des plus désagréables, c'est sur la CVAE. Alors, ça concerne les groupes de sociétés importants, tout simplement parce que lorsqu'on a un groupe de sociétés avec des sociétés qui se détiennent à plus de 95% entre elles, et qu'on a un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 7 630 000 €, eh bien, jusqu'à maintenant, on avait 2 cas de figure. Soit on avait un groupe intégré fiscalement, et pour calculer le taux qui s'applique sur la CVAE, pour calculer la taxe de la CVAE, eh bien, il fallait cumuler les chiffres d'affaires de toutes les sociétés intégrées dans le groupe. Par contre, pour les sociétés qui n'étaient pas intégrées, on tenait compte uniquement du chiffre d'affaires de la société elle-même, la société seule. Et dans des groupes assez importants, avec des grosses sociétés et des gros chiffres d'affaires, ça peut avoir un impact. Et clairement, lorsque cette mesure est arrivée il y a 7-8 ans, j'ai même certains groupes que j'ai vus sortir de l'intégration fiscale pour bénéficier d'une économie substantielle de CVAE dans le cadre de l'application de ce texte. Et là, le texte revient dessus, tout simplement en disant que même si on n'est pas intégré fiscalement, dès lors qu'on a une détention à plus de 95%, il faut cumuler les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe et par entité, eh bien, appliquer le taux concerné sur la valeur ajoutée de cette entité. Et croyez-moi, pour certains groupes, ça peut être très lourd de conséquences, ça peut avoir un impact non négligeable. Voilà. Donc ça, malheureusement, c'est une des mauvaises nouvelles. Et je termine par une bonne nouvelle, quand même, c'est pas désagréable. En cas de contrôle fiscal, vous avez d'éventuelles pénalités et des intérêts de retard, dont le niveau a été diminué par 2. Puisque jusqu'à maintenant, jusqu'au 31 décembre 2017, les intérêts de retard étaient de 0,4% par mois, ce qui faisait un taux de l'argent de 4,8%. Et dans sa clémence, l'administration a réduit ces taux par 2. Donc on peut aller jusqu'à 2,4%, soit 0,2% par mois de retard. Voilà, donc ça c'est... Mais il faut attendre le 1er janvier 2018 pour être redressé et bénéficier de cette mesure. Voilà.